Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous les explorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Pascal Brunel, cofondateur de Synolia, une agence digitale spécialisée en e-commerce. Nous abordons ensemble la mise en œuvre d'un projet e-commerce, du conseil à la réalisation concrète. Pascal revient également sur le projet de migration de la marque The Couples vers un Magento 2. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir pour un podcast. Donc, Également. est-ce que dans un premier temps, tu pourrais rapidement nous retracer ton parcours professionnel et surtout nous raconter ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui? Oui, sans problème. Alors, moi, j'ai un parcours universitaire relativement classique. J'ai fait des études d'économie et puis un matin, je me suis rendu compte que j'avais obtenu ma licence d'économie grâce aux matières informatiques. Du coup, j'ai passé ma licence bon an, mal an et je me suis orienté vers des études beaucoup plus informatiques. J'ai passé un diplôme d'ingénieur maître à Lyon en informatique et ensuite un DESS, ce qui, je crois, depuis a disparu puisque je suis très âgé aujourd'hui. On dit un master maintenant. Voilà, le DESS aujourd'hui, c'est le master, effectivement. Master 2 peut-être. Voilà, donc parcours assez classique, économiste de pacotille et informaticien. Et ensuite, donc, je suis rentré comme beaucoup de jeunes qui sortent de l'école en SS2I pour devenir consultant. Euh, j'ai fait cela pendant 2 ans et puis matin également. Je me suis rendu compte que j'en avais un petit peu assez d'être parachuté de mission en mission avec un CV long comme le bras sur des technologies que je ne maîtrisais pas forcément la veille. Alors c'est un peu imagé tout ça, mais c'est quand même assez vrai en SS2I. J'ai souhaité me concentrer sur un domaine d'activité qui m'intéressait beaucoup plus que les autres et pour lequel j'ai développé des compétences, qui était l'e-commerce, ce qui m'a amené à la création de Synolia. J'allais du coup te demander si tu pouvais nous présenter Synolia, mais je te laisse. Donc aujourd'hui, je suis cofondateur de Synolia. Synolia, c'est une structure qu'on a créée avec 3 autres associés en 2004. Aujourd'hui, on est 5 associés, qui est une agence digitale. J'ai en charge la division e-business de Synolia qui regroupe 50 des 100 et quelques collaborateurs de Synolia. Moi, je suis en charge donc de cette activité business et plus particulièrement de l'étude des projets qu'on appelle avant-vente avec les clients, qui consiste à se mettre autour d'une table et étudier avec eux par rapport à un besoin donné quelle est la meilleure solution pour mettre en œuvre un projet. Les projets digitaux qu'on adresse sont principalement des projets e-commerce et tout ce qui gravite autour. La particularité, c'est que j'ai un profil donc informatique et que même si j'ai aujourd'hui un métier qui est très orienté vers le commerce, une prédisposition à écouter un besoin et à structurer une réponse plus qu'à structurer une offre commerciale. Je pense que c'est ce que viennent chercher nos clients chez Synolia aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez philosophique chez Synolia de d'abord penser réponse et pas forcément chiffre d'affaires potentiel d'un projet. On n'est pas forcément à la recherche de chiffre d'affaires. On a des plannings de production qui sont très chargés plusieurs mois à l'avance. Et donc, ce qui nous motive aujourd'hui chez Synolia, c'est plutôt des projets avec des enjeux, des projets challengeants qui nous permettent de passer un cap. Et en 16 ans d'activité, on est passé de très petits projets pour des très petites startups faits en quelques semaines à des projets d'envergure internationale. Et c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Et c'est quel genre de projet au final? Qu'est-ce que vous proposez concrètement chez Synolia? Alors, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Nous, on réalise des projets. Alors, mon équipe réalise des projets e-commerce. Donc, nous, on accompagne les clients de A à Z sur toute la conception de son projet e-commerce. Toute la partie réflexion amont, atelier de travail avec les équipes métiers du client, définir une stratégie, à la phase de conception et de mise en œuvre en elle-même, où là, ce sont des équipes techniques qui réalisent le projet sur une base
technologique donnée. D'accord. Oui, je pense que ça va être l'objet de notre podcast. On va, je pense, en reparler largement, oui. Ok. Et du coup, j'ai cru voir un peu en préparant ce podcast et en visitant votre site que vous êtes partenaire Magento Commerce. Oui, Du coup, tout à fait. pourquoi avoir établi un partenariat avec eux et puis depuis combien de temps? Alors nous, on est partenaire Magento depuis l'origine. Je crois que de mémoire, Magento a dû se créer en 2008 ou 2009. On est partenaire depuis cette époque-là. On travaille en très étroite relation avec cet éditeur. Aujourd'hui, Sinolia, c'est une des agences les plus capées en Magento. On a une très très grosse équipe sur cette technologie-là. Pourquoi avoir choisi Magento? Parce que à l'époque, en 2008, lorsque la solution s'est créée, c'était une solution précurseuse dans le domaine de l'e-commerce qui vraiment changeait radicalement de ce qui existait jusqu'à cette époque, avec un vrai éditeur qui structurait les projets avec les intégrateurs. Donc c'est pour cette raison qu'à l'époque on est monté sur Magento, parce que c'était aussi une solution prometteuse en matière de fonctionnalité, en matière de type de projet adressé. Aujourd'hui, on fait du Magento parce que c'est un vrai poids lourd de l'e-commerce. C'est une solution qui permet d'adresser aussi bien des clients B2C que B2B. Donc aujourd'hui, on y trouve notre compte dans le sens où on peut répondre à peu près n'importe quel besoin client en Magento. C'est une très très bonne solution pour couvrir des projets plutôt de grande envergure. Et puis le dernier point, c'est que technologiquement, Magento nous laisse, à nous intégrateurs, la main pour développer des projets sur mesure pour nos clients. Et c'est ce qu'on aime faire, prendre un besoin, y répondre avec une réponse pertinente si possible, et la concrétiser par un module, une fonctionnalité qu'on met en œuvre. Et avec Magento, on n'a quasiment aucune limite. Voilà pourquoi on a choisi Magento. Très bien. Du coup, on en parlait brièvement tout à l'heure par rapport aux missions, on va dire, de Signola sur comment vous accompagnez vos clients. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos sur quelle phase d'un projet e-commerce de vos clients vous travaillez, comment vous Ouais. les accompagnez? Sans problème. On intervient sur quasiment toutes les phases de mise en œuvre d'un projet Magento. Alors, il y a plusieurs étapes dans un projet. Il y a la phase qui fait intervenir chez nous ce qu'on appelle l'équipe conseil, qui va avoir pour tâche de construire avec le client, si je puis dire, sa roadmap stratégique autour du projet. Donc, on se met autour d'une table avec les équipes métiers, avec souvent le dirigeant de l'entreprise, les équipes business, pour définir les grands enjeux du projet, les risques, les priorités, parce que souvent on veut faire beaucoup de choses, mais il va falloir les structurer dans le temps. Et ça, c'est la phase de cadrage technico-fonctionnel et de conseil stratégique. Voilà, ça c'est l'étape 1 d'un projet sur laquelle on intervient. C'est l'étape la plus courte, mais également la plus stratégique du projet. Et puis ensuite, on intervient sur toute la phase de réalisation du projet en lui-même, sur quasiment toutes les étapes, à de rares exceptions. La phase de mise en œuvre nécessite déjà tout un travail du UX design, de travail des interfaces, suite justement aux ateliers qu'on a réalisés avec le client. Ensuite, on passe à la phase de développement, paramétrage de la plateforme, l'intégration bien entendu au système d'information du client. Une entreprise aujourd'hui, et surtout les clients Magento, il y a tout un écosystème applicatif qui va devoir communiquer avec Magento. Et donc le but, c'est de venir faire prendre une espèce de greffe entre Magento et le reste du système d'information, les outils CRM, les outils de business intelligence, les outils de RP. Et ça, c'est une grosse partie des projets qu'on adresse. Une fois que le projet est réalisé, on accompagne le client dans toute la phase de recette, de test, avant ce qu'on appelle le go live. Dans l'intervalle, on va faire une phase de formation des équipes métiers côté client, voire même de transfert de compétences techniques, puisqu'on est capable de former un client aussi bien à l'administration de la plateforme qu'à son développement, c'est-à-dire qu'on est capable de leur donner la main demain sur le développement et l'évolution de la plateforme et en gros faire une sorte de passation de relais, même sur le plan technique. D'accord. Donc, vraiment un accompagnement de
de A à Z. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites pas quand même? Ouais, ben, il y a quand même quelque chose que l'on ne fait pas. Il y a principalement deux choses. Un, tout ce qui est référencement, SEO, gestion de campagne, SEA, etc. On accompagne les clients techniquement dans la mise en place de toutes les consignes qui seront préconisées par le référenceur. Donc techniquement, on gère également cette partie SEO notamment, mais on n'a pas un travail de référenceur. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui sont là pour suivre des positions et déterminer comment orienter la présentation des produits, quels produits mettre en avant, etc., par rapport à des besoins purement SEO. Là, on considère que ce travail-là, c'est le travail d'agences de référencement qui ne font que ça, qui sont pour le coup pas intégrateurs et qui sont très efficaces dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un domaine qu'on n'adresse pas, tout comme on ne gère pas la plupart du temps l'hébergement des projets e-commerce de nos clients. Il faut savoir qu'en Magento, on est sur des projets internationaux. Donc, il y a des problématiques d'hébergement à l'international, il y a des problématiques de disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de l'hébergement. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait par un hébergeur qui a des équipes en astreinte 24-24, le samedi, dimanche, etc. Nous, on est capable de faire de l'astreinte, mais applicative et pas sur l'architecture d'hébergement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'hébergement a évolué. Donc, il y a des hébergeurs professionnels qui font très bien ce travail, mais il y a aussi des éditeurs comme Magento qui proposent une offre d'hébergement avec l'acquisition de la plateforme, la licence autour de Magento. Et donc, la plupart du temps, aujourd'hui, on travaille soit avec ces hébergeurs, soit directement avec l'éditeur. On ne va pas être l'hébergeur lui-même, on ne va pas être le référenceur, mais par contre, on va être le pilote de l'ensemble du projet. On va coordonner tous ces corps de métier qui gravitent autour du projet pour le client. On va être maître d'œuvre sur son projet. Et c'est valable également pour des services tiers, parce qu'aujourd'hui, une plateforme e-commerce, ce n'est pas uniquement un Magento ou une solution X ou Y, c'est aussi tout un tas de services, notamment des services de web marketing. J'en citais plein, hein. Il y a du Nosto, il peut y avoir des outils comme Miracle, il peut y avoir des applications PIM, etc. Et il y a vraiment besoin d'un chef d'orchestre pour coordonner toute cette armée d'intervenants autour du client. D'accord. Beaucoup de choses. En tous les cas, c'est super intéressant. Donc là, tu nous parlais d'accompagner des projets. Donc ça peut être des projets nouveaux, comme des projets qui sont déjà Des existants. projets de migration? Oui, tout à fait. Oui, Tout voilà. à fait. Oui, effectivement, aujourd'hui, alors, à l'heure actuelle, en Magento notamment, on est dans une période charnière où Magento, oui, Magento est en train de clôturer la période Magento 1 où de 2008 à il y a quelques années, Magento 1 s'est développé, s'est enrichi et a connu son apogée. Ça a été remplacé il y a quelques temps maintenant par Magento 2 qui est aujourd'hui en rythme de croisière et donc on arrive à une période où Magento 1 vit ces derniers mois, ces derniers jours. Et donc, il y a beaucoup de projets de migration de Magento 1 vers Magento 2. Et aujourd'hui, notre activité, grosso modo, elle est concentrée sur 50% de projets de création pure où on va être dans une phase de création d'activités. On a beaucoup de clients qui souhaitent développer, par exemple, une activité B2B après avoir démarré une activité B2C ou l'inverse et 50% d'activité qui consiste à faire du replatforming, c'est-à-dire un client qui possède une plateforme, que ce soit Magento 1 ou une autre solution, et qui veut migrer en Magento 2, et ça représente aujourd'hui quasiment un projet sur deux chez Synolia. D'accord. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer dans quel cas et surtout pour quelles raisons et pour quel type de client tu conseilles Magento? Parce que je pense que tous les projets e-commerce ne peuvent pas aller sur un Magento. Oui, c'est vrai. C'est vrai, enfin, dans l'absolu, Magento peut adresser n'importe quel type de projet. Maintenant, aujourd'hui, nous, chez Synolia, on a un ensemble de solutions à disposition de nos clients et notre mission aussi et notre rôle de conseil, c'est de leur recommander la meilleure solution par rapport à une activité, à un business, à un chiffre d'affaires et à des objectifs de croissance. Clairement, aujourd'hui, Magento, c'est une solution qui est beaucoup plus adaptée pour les projets de moyenne à grande envergure, que de petits projets. Si un marchand souhaite tester un marché, lancer un site e-commerce pour ouvrir une petite partie de son activité, réaliser un petit chiffre d'affaires, Magento ne sera pas forcément la meilleure solution. Dans ce cadre-là,
selon les cas, on va plutôt lui recommander de partir sur une solution plutôt clé en main de type SaaS, où moyennant un abonnement mensuel ou un coût de mise en œuvre somme toute faible, il va pouvoir lancer une plateforme et tester un marché. Magento ne s'adresse pas vraiment à ces marchands-là, de par sa richesse fonctionnelle, la multiplication des services qui gravitent autour de cette plateforme. Il y a un potentiel de développement de l'activité qui est très important. Il y a un coût également, les mots tels qu'ils sont, qui est relativement important. Et donc, ce n'est pas forcément une plateforme qui est à destination d'un petit marchand, mais plutôt d'un marchand de taille moyenne qui veut développer son chiffre d'affaires, qui a de sérieux objectifs de croissance, ou un marchand de grande envergure qui se développe à l'international, met en place des projets dans un contexte omnicanal. Typiquement, je précède une question que tu es susceptible de me poser. En termes de chiffre d'affaires, un marchand qui ne fait pas 2 ou 3 millions en ligne aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas un intérêt extraordinaire à partir sur Magento. Par contre, à partir de ce montant de chiffre d'affaires et en rythme de croisière sur plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, là, il y a un vrai potentiel à mettre en place du Magento parce que ça va être très riche fonctionnellement et très efficace pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et son ambition. Oui, justement, je pense que si on fait pas ces millions de chiffres d'affaires, comme tu nous dis, il vaut mieux commencer par une solution en SaaS. Et après, si le développement, si ça marche bien et qu'on se développe rapidement et qu'on commence à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut migrer d'une solution SaaS à un Magento. D'une solution SaaS ou de n'importe quel type de Oui, solution de à n'importe quel Magento, type oui, de tout à solution, fait. mais ok. Et est-ce que tu aurais du coup un exemple concret d'une marque Signolia à accompagner dans une migration, Ouais, justement? bien sûr. Alors nous, on accompagne de nombreuses marques aujourd'hui, hein, une dizaine de gros projets Magento par an, plus des projets de taille intermédiaire sur la même période. Typiquement, sur l'année qui vient de s'écouler, on a accompagné une marque comme The Couples, que tu dois connaître, j'imagine, dans le cadre d'une migration Magento. Alors, The Couples, c'est un client qui utilisait Magento 1, donc il était familier de cette plateforme. On l'a accompagné dans une migration Magento 2 en mode cloud, donc utilisant le cloud de l'éditeur, et avec la particularité de recourir également à une brique Magento qui est assez peu connue sur le marché français, mais beaucoup plus aux États-Unis par exemple, qui est une brique donc de la suite Magento qui s'appelle MOM. MOM comme Magento Order Management, et qui est une brique d'orchestration de commandes. Et c'est un peu le nec plus ultra de la suite Magento qui permet notamment de gérer très efficacement les flux de commandes dans un contexte omnicanal où un client va passer commande d'un ensemble de produits. Plusieurs lignes de commande vont constituer, plusieurs produits vont constituer une commande, et le système va être capable de dire aux équipes qui administrent la plateforme chez The Couples que tel produit de la commande, typiquement, est disponible dans tel entrepôt, que tel autre produit est plus judicieux d'aller déstocker un produit qui serait dans une boutique X ou Y. Couples, c'est quand même un réseau de 400 magasins sur 5 continents, et que toute cette mécanique se fait de façon quasi automatisée avec un ensemble de règles de gestion qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion des commandes. Et typiquement, la migration d'un client comme The Couple, c'est aussi pour obtenir plus d'efficacité sur une plateforme qui était déjà assez efficace, mais atteindre un niveau encore supérieur dans l'automatisation, l'orchestration des commandes, les services proposés aux clients, etc. Donc, un des gros projets qui nous a occupés cette année, c'est par exemple une migration de The Couple sur Magento 2. Oui, justement, j'allais te demander, c'est quoi les objectifs de The Couples plutôt, en passant d'un Magento 1 à un Magento 2? Alors, ils étaient assez nombreux. Les objectifs du client, c'était d'abord d'augmenter son taux de conversion, donc plus transformer. Également fidéliser les clients, leur offrir des services les incitant à revenir plus régulièrement sur le site, ou générer des commandes qui peuvent avoir un impact, par exemple, directement en boutique. C'était aussi des questions de robustesse. L'objectif, c'était d'avoir une plateforme plus robuste que ce qu'elle était jusqu'à présent. Notre objectif, c'était, et ça c'est souvent un objectif propre aux marques, c'est de refléter
sur le canal digital, donc sur le site marchand, l'image véhiculée par la marque à l'extérieur. Et donc, on connaît tous l'image de The Couples avec le couple emblématique égérie de la marque. Typiquement, on a voulu retranscrire le même esprit sur le site marchand. Et puis au-delà de ces objectifs qualitatifs, de performance, etc., il y avait quand même un enjeu tout bête, qui était de développer le chiffre d'affaires en ligne. The Couples, lorsqu'on a lancé le projet, c'était 13% du chiffre d'affaires du groupe réalisé en ligne. L'objectif à 3 ans, c'est de monter à 25%. Je ne peux pas te donner de chiffres très précis sur l'activité de The Couples parce que c'est confidentiel, mais The Couples, c'est quand même 400 magasins dans le monde. C'est un chiffre d'affaires très conséquent, que ce soit en ligne ou en boutique. D'accord, oui, donc un beau challenge à relever, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, là on parle de The Couples, donc est-ce que tu pourrais nous dire concrètement comment se passe une migration? Combien il y a d'étapes? Alors, combien il y a d'étapes, je ne l'ai pas théorisé personnellement, mais je peux te donner mon point de vue. Déjà, dans le cadre d'une migration, il est indispensable de faire un bilan de ce qui a fonctionné ou non sur la plateforme précédente. Une migration, ce n'est pas un projet de création, il y a un héritage et on doit traiter cet héritage. Donc, on doit en passer par une phase d'interrogation des équipes métiers qui vont donner un ressenti par rapport à une plateforme, un ressenti qui sera à juste titre ou pas, parce que parfois il y a des idées reçues. On utilise une plateforme et on pense qu'elle a certaines limitations, et ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais on a besoin de prendre en compte le sentiment des équipes qui exploitent la plateforme, les freins qu'ils rencontrent aujourd'hui sur celle-ci, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et donc de définir d'arriver à définir comment on va les lever. Aujourd'hui, il n'y a pas de marchand qui migre uniquement pour des raisons de génération de solutions. On entend beaucoup de communication aujourd'hui sur les migrations Magento 1 vers Magento 2 parce qu'on est obligé, parce que c'est la fin du support Magento. Ça, c'est un petit peu un raccourci. Aujourd'hui, les migrations sont le fruit d'un replatforming, et les migrations, il y en a en permanence. Une plateforme e-commerce, ça vit 3 à 5 ans ensuite, et dans l'intervalle, on va faire beaucoup d'évolutions jusqu'à ce qu'on arrive à une évolution majeure qui est ni plus ni moins qu'un replatforming. Sur ce replatforming, donc on doit, dans un premier temps, faire un bilan avec les équipes métiers, avec l'ensemble des intervenants côté client autour de la solution, pour être capable de définir les nouveaux enjeux de la plateforme, et puis également traiter de la problématique de reprise de données, parce qu'une migration, c'est aussi une reprise d'existants. Il y a des flux de commandes, il y a des clients qui continuent à affluer sur la plateforme, donc ils vont vouloir conserver les informations historiques de commandes, par exemple, de gestion de leurs adresses de livraison. Lorsqu'on est, par exemple, dans un projet B2B, c'est encore plus important. Et donc, toute cette question de reprise de données et de bascule de l'ancienne plateforme à la nouvelle doivent être étudiées avec le client. On ne peut pas partir tête baissée. La deuxième étape, je dirais, c'est une étape de priorisation des besoins. On a défini ce qui allait, ce qui n'allait pas. On est capable de dire voilà ce qu'on veut dans la plateforme de nouvelle génération. Maintenant, on va définir une hiérarchie dans les besoins pour lotir le projet potentiellement. Lorsqu'on est sur des projets, par exemple à l'international, on va définir quels pays vont être migrés en premier, ou est-ce qu'on va migrer tous les pays en même temps. Il y a tout un tas de contraintes de cet ordre-là qui doivent être étudiées. Et puis ensuite, il y a aussi une question de méthodologie. Aujourd'hui, on peut très bien faire un projet très cadré, très borné, avec des objectifs planning et budgétaires figés. Mais ça veut dire qu'en amont, on aura vraiment défini de façon exhaustive ce qui va composer le projet. Comme on peut faire des projets beaucoup plus agiles, travailler autour d'un budget et d'un planning, mais avec une priorisation des besoins qui va évoluer dans le temps au cours de la conception. Et avec l'équipe cliente, on va faire évoluer ce projet en fonction de l'actualité de l'entreprise, des décisions stratégiques qui sont prises. Parce qu'un projet, ça prend du temps, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, dans cet intervalle, le monde change, et donc le projet peut être amené à évoluer. Donc, on a vraiment une question de méthodologie à aborder avec le marchand. Et la méthodologie a des avantages et des contraintes, et des prérequis
notamment en termes d'organisation, qu'on doit vérifier. N'importe quel client ne peut pas faire un projet en agile, n'importe quel client ne peut pas faire un projet au forfait, qu'on appelle cycle en V traditionnellement. Voilà. Donc ça, c'est une vraie réflexion philosophique à avoir avec le client en amont de la phase de réalisation, puisque au final, cette phase de réalisation, c'est qu'une étape d'exécution. Si le projet est bien pensé en amont, typiquement, on va dérouler derrière un plan qui, si je puis dire, ça va se dérouler sans accroc. C'est une étape, la phase de mise en œuvre, c'est l'étape la plus longue, mais finalement, qui n'est pas la plus compliquée. L'étape la plus compliquée, c'est la phase de cadrage et d'atelier en amont, qui va être très mobilisatrice pour nous comme pour notre client. Et c'est comme ça qu'on peut faire un projet de migration Magento 2 qui fonctionne. Et j'ai envie de dire d'ailleurs au passage qu'un projet de migration, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir une vraie expérience sur la techno et pas uniquement une expérience Magento. Il y a eu beaucoup de projets de migration Magento 1 qui ont été douloureux parce que l'intégrateur n'avait pas forcément toute l'expérience nécessaire côté Magento 2. C'est vraiment une nouvelle génération de plateforme Magento 2. C'est pas juste une évolution de Magento 1. C'est pour ça que quand on parle de replatforming, que ce soit une plateforme propriétaire, une solution SaaS ou un Magento 1, migrer de ces solutions vers Magento 2, c'est faire un projet à part entière. D'accord. Mais moi, tu fais un monologue, mais c'est très intéressant. Merci. Du coup, du coup, quand tu dis oui, ça s'improvise pas la migration, c'est-à-dire que les équipes en interne du site peuvent pas improviser justement cette migration. C'est quand même mieux de se faire accompagner, quoi. Si on n'a pas les compétences d'un Magento 2. Ah oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, à moins d'avoir une équipe. Alors, il y a certains acteurs d'e-commerce qui ont des équipes de développement en interne. J'en connais certains qui ont des dizaines de développeurs et qui ont internalisé les compétences. Bon, ça, c'est un petit peu l'exception. Aujourd'hui, un marchand qui veut mettre en place un projet Magento 2, il va faire appel à un partenaire Magento 2 qui trouvera sur le site Magento en sélectionnant les partenaires en France. Il y a plusieurs dizaines de partenaires avec des niveaux de compétences plus ou moins élevés qui correspondront à chaque type de projet client. Ok, tu as légèrement abordé ce point-là, mais Ouais. tu disais que ça prenait du temps. Ouais. Mais combien de temps exactement pour une migration de ce type? Alors, ça, c'est toujours la question qui précède la question combien d'euros. Et c'est toujours difficile d'y répondre lorsqu'on traite d'un sujet d'un point de vue générique. Là, un projet type en Magento, aucun projet n'est identique déjà. Il y a des projets plus ou moins complexes, mais un projet type va nécessiter grosso modo 2 mois de cadrage en amont pour bien définir les enjeux du projet, accompagner le client dans la structuration de son besoin et définir ce qu'on appelle de dossier de spécification. 2 mois, ça peut paraître long, mais lorsqu'il s'agit de mobiliser potentiellement de nombreuses personnes dans de nombreux services chez le client, c'est relativement court parce qu'il y a des questions de disponibilité. Donc tout ça, ce sont des questions de planning, mais en gros, en 2 mois, avec une relative disponibilité, enfin une bonne disponibilité des équipes clients, on peut faire une phase de cadrage efficace sous forme d'atelier. Donc la plupart du temps, on va chez le client pour mener des ateliers qui sont des ateliers thématiques. On va traiter de l'UX, UI, on va traiter des flux, on va traiter du paiement, de l'hébergement, de tout un tas de thématiques. Et à la fin, on va rédiger un dossier de cadrage plus ou moins complet, plus ou moins complet en fonction de la méthodologie de mise en œuvre qu'on aura choisie. Mais voilà, ça typiquement, c'est la phase de cadrage, ça prend 2 mois. Après, la phase de réalisation, là aussi, c'est totalement dépendant de l'envergure du projet. Il y a quand même une différence entre un site marchand France et une plateforme à l'international. Mais disons que une migration Magento 2 traditionnelle, ça prend entre 4 et 8 mois, on va dire, selon la complexité. Du coup, en tout, faut compter entre 6 et 10 mois. Entre 6 et 10 mois, 1 an, un projet. Un an. On a rarement des projets qui durent 1 an. Lorsqu'un projet dure 1 an, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est venu temporiser le projet. Typiquement, on a des projets où on a dû s'interfacer avec des plateformes. Par exemple, j'ai en tête un projet PIM, un projet Magento où il y avait une brique PIM qui était réalisée par d'autres acteurs. On a dû temporiser le projet parce que le PIM n'était pas prêt
et entre la phase de cadrage et toutes les étapes de développement, il y a eu une période de temporisation. Donc un projet peut dans le temps s'étaler sur grosso modo 1 an, mais au-delà, ça devient des projets d'envergure considérable. Nous, la plupart des projets ne dépassent pas 1 an. Après, il y a une phase d'exploitation où, parce que la vie du projet ne s'arrête pas au go live du lot initial, hein. On passe ensuite en phase d'exploitation où on accompagne encore le client dans l'exploitation de la plateforme et on va mener des mini-projets dans le projet. Et donc, en fait, un projet ne s'arrête jamais, mais disons que le cœur du replatforming, la migration en elle-même, ça prend entre 6 et 8 mois. D'accord. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure que c'est la question qui précède combien, c'est ça? Ouais, le budget. Ah oui, mais je pensais que tu allais m'épargner cette question. Et non, non, du coup, bien sûr, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour juste conclure cette partie sur la migration. Et comme tu as commencé avec The Ouais. Couples, on va terminer avec eux. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler des résultats? C'est propre à chaque projet. Bon, après, je suis capable néanmoins de te donner des fourchettes, mais ça sera peut-être sur un autre épisode. Si on finit sur un projet comme The Couples, en termes de résultats, alors, il y a une particularité, c'est qu'on a ouvert en plein Black Friday, enfin au démarrage du Black Friday, parce que il y a des créneaux de communication et d'action marketing très 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 serré chez The Couples. Donc, on a ouvert une période de très forte activité. Donc, c'était quand même très risqué pour nous et pour les équipes métiers. Ça s'est très bien passé. Les chiffres sans donner de chiffres d'affaires précis sont très bons. Au-delà des chiffres, le client aujourd'hui constate qu'il a une plateforme qui est beaucoup plus stable et efficace que la précédente. D'ailleurs, on a sorti un cas client sur le site Synolia. J'invite les auditeurs du podcast à aller voir. Il y a beaucoup de détails sur la genèse du projet. Et puis surtout, en termes de résultats, c'est pour un client comme The Couples l'occasion d'avoir mis en place des vrais outils au service du client autour des problématiques omnicanal, la réservation de produits en magasin, tout ce qui peut enrichir l'expérience client. Et puis c'est surtout un gain en termes de coût de traitement et d'exploitation des commandes, parce que l'orchestrateur de commandes, qui est donc l'outil OMS de Magento qu'on a mis en place, aujourd'hui, le marchand il est capable d'optimiser ses coûts de transport et ses délais de livraison. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est primordial chez la plupart des marchands qui font appel à nous. Donc, au-delà des questions de pur chiffre d'affaires, il y a des questions de performance de la plateforme, de service client et même de service aux équipes mises à disposition des équipes qui exploitent la plateforme, qui passent moins de temps à gérer des notions de stock, de répartition de commandes en fonction des magasins et des dépôts, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Oui, tu nous parlais justement d'optimiser les coûts de transport et les délais de livraison. Et c'est vrai que ça, nous-mêmes, on le remarque, c'est quand même un point central en e-commerce. C'est l'enjeu aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, mettre en place une plateforme e-commerce, tout le monde sait faire. Tout le monde maîtrise la plupart des services, mais même parfois des services tiers à mettre à disposition d'un client. Après, maintenant, ce sont surtout des questions d'optimisation. On vend de plus en plus en quantité. Maintenant, il faut améliorer la rentabilité, il faut augmenter le temps de réponse, le temps de traitement d'une commande, la réactivité du site par rapport aux demandes clients. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui des plateformes. Tout à fait. Et selon toi, c'est quoi un peu les clés pour la réussite d'un site e-commerce? Donc là, je dis site e-commerce, mais comme on parle plus de Magento, donc d'un site e-commerce plutôt en open source. Alors, les clés de la réussite, plusieurs. Je me mets à la place d'un marchand qui doit choisir un partenaire pour mettre en place son projet. Je pense que le critère numéro 1, ça va être la compétence de l'intégrateur. Aujourd'hui, mettre en place un projet Magento, c'est faire appel à beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, qui a nécessité d'avoir une vraie expertise Magento. On ne s'improvise pas expert Magento. Un besoin impérieux des marchands à faire appel à de vrais spécialistes qui ont des références, qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Maintenant, cette question de compétence, elle n'est pas, enfin, c'est pas le point unique à vérifier lorsqu'on veut lancer un projet de replatforming. Il faut aussi trouver un partenaire qui est force de proposition, qui a de l'expérience métier, qui est capable de comprendre les équipes métiers, retranscrire ses besoins et ses souhaits en fonctionnalité, en service, en
en choses très concrètes autour de la plateforme. Et ça, c'est la partie conseil. La partie conseil, aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu primordial. Et on peut être très bon techniquement sur Magento, mais ne pas maîtriser la partie conseil. Par contre, si vous êtes un expert Magento et que vous avez l'expérience conseil, la capacité de comprendre le client et lui proposer la bonne solution, je pense que vous avez les deux piliers qui font un bon projet e-commerce. C'est pour moi les deux points clés de la réussite d'un projet e-commerce. Et je pourrais même en rajouter un troisième, c'est capacité du marchand comme de l'intégrateur à se comprendre. On peut être très compétent de part et d'autre, mais être complètement incompatible. Et donc, nous, souvent, quand on lance un projet, on cherche à vraiment créer un lien avec l'équipe qui est en face de nous. On va travailler ensemble pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. La plupart du temps, les projets, les marchands nous font confiance pendant de longues années. D'ailleurs, au passage, le premier client, Synolia, il est toujours client chez nous, 15 ans après. Ça, c'est une relation de long terme. Et donc, il faut très rapidement voir si on est philosophiquement compatible, si on a la même approche des problématiques. Et si vous avez la compétence, le conseil et que ça fit, entre guillemets, entre l'intégrateur et le marchand, là, il y a quand même de fortes chances que le projet soit réussi. Et ça, c'est valable en Magento comme sur n'importe quelle autre techno d'ailleurs. Ok, parce que du coup, vous accompagnez dans la mise en œuvre d'un projet e-commerce, mais du coup, après, vous restez quand même en contact avec les e-commerçants que vous avez accompagnés. Alors, oui, tout à fait. Aujourd'hui, Ok, sur quasiment 100% des projets qu'on réalise, on intervient ensuite ce qu'on appelle en TMA, donc tierce maintenance applicative, ou dans des modes différents. Mais en gros, on a une équipe qui est d'ailleurs l'équipe qui a réalisé le projet, qui est disponible pour le client pour réaliser des évolutions, pour faire d'ailleurs du correctif également, parce qu'une plateforme, ça s'entretient, il y a des bugs, des dysfonctionnements, des pages de sécurité à passer, etc. Donc on fait du correctif et de l'évolutif. Et puis, avec un peu de chance, si la stratégie qu'on a mis en œuvre est la bonne, le marchand va avoir un chiffre d'affaires qui va se développer, donc des besoins qui vont aller crescendo. Il va vouloir ouvrir de nouvelles activités, il va vouloir ouvrir de nouvelles zones géographiques, desservir de nouveaux pays ou de nouvelles régions, faire des évolutions. Et donc pour ça, il a besoin d'un partenaire. Et donc nous, il est hors de question qu'on abandonne un client au moment de la mise en production. Sur la quasi-totalité des clients, on intervient en phase de ce qu'on appelle la phase de run, et on a des équipes qui interviennent très régulièrement pour ces clients. Et puis, à l'inverse, on a certains clients qui veulent être autonomes assez rapidement et on fait ce qu'on appelle, ce dont on parlait tout à l'heure, du transfert de compétences. Donc, au lieu de planifier de nouveaux projets, on va former des équipes en interne chez le client aux méthodes de développement Magento pour qu'ils soient autonomes demain et qu'ils n'aient plus besoin de recourir à nos services. d'accord. Très bien, ça répondait, oui. Du coup, à ma question que je me posais, du coup, je me demandais, mais super. Alors, moi, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais voir avec toi, ce qui nous intéressait par rapport à la migration. Ouais. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire? Le mot de la fin, parce que là, je pense qu'on s'adresse à des marchands qui pensent migration Magento. Il ne faut pas voir une migration Magento comme une contrainte financière, un nouveau projet à gérer, etc. Il faut voir ça comme une opportunité de développer l'activité et de la faire croître de façon importante. Et j'ai envie de dire, le seul conseil que je peux donner au final, c'est trouver un partenaire pour faire ce projet avec qui vous avez envie de bosser. Question d'humain aussi dans un projet. Je pense que très rapidement, en échangeant autour du projet sur qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, on crée une relation. Et cette relation, on se rend vite compte si on a envie ou pas de travailler des mois et des années ensemble. Et je pense que ça, c'est mon mot de la fin pour aborder un projet de migration dans les meilleures conditions. Eh bien, c'est parfait comme mot de la fin. En tous les cas, Merci. Pascal, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était super intéressant, même pour moi, par exemple, qui ne suis pas forcément une experte de la migration. De l'e-commerce. C'était très pédagogue la façon dont tu as abordé tout ça. Donc, merci pour Ben ça. écoute, merci. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et puis peut-être à bientôt. À très bientôt. Salut Audrey.
J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.